Boa noite, bem-vindos à 10ª edição do Lisbon and Estoril Film Festival, que arranca neste momento. E o primeiro filme que vamos ver é o filme... vamos ver hoje dois filmes, uma curta-metragem e a primeira longa-metragem do Jean-Luc Godard, que é o grande foco deste festival. Não só o póster do festival e toda a imagem do festival foi construída em torno da sua obra, que vai ser exibida aqui no festival integralmente, e será talvez a primeira vez no mundo que isso acontece, uma retrospectiva integral da obra de Godard. E temos connosco hoje para apresentar o A Bout de Souffle, Jean Duché, que já esteve no ano passado no festival, a quem prestamos uma homenagem, mostramos os seus filmes, e Roberto Turilhato, que faz parte da equipa deste festival na programação e no comitê de seleção, do comitê de seleção da secção de competição. Merci Jean Duché d'être ici avec nous. Merci Roberto. Eles vão falar francês et je vous passe le micro. Mais en fait, je souligne le fait que c'est très difficile d'organiser l'intégrale, donc merci à Antonio et Paolo Branco qui ont essayé cette entreprise presque impossible parce que Godard a fait beaucoup de films. Et c'est très important de les voir tous ensemble et de voir aussi comment il a travaillé soit sur les films qu'on peut dire normaux, mais aussi sur des essais, des films complètement libres, parce que de plus en plus le cinéma de Godard est devenu un laboratoire. Mais peut-être il était déjà cela dès le début, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce soir, avec la projection du court-métrage et du long-métrage qu'il a fait juste après. Je n'ai pas besoin de vous présenter Jean parce qu'on a fait ici un hommage à lui il y a 2 ans, critique et cinéaste. L'année dernière. Et lui, il est aussi protagoniste déjà de cette époque parce qu'il a été critique au Cahier du cinéma. Il a été ami de toute la génération de la Nouvelle Vague. Donc, tu as pu voir la naissance de ce mouvement et la naissance du cinéma de Godard. Donc, je pense que tu peux dire quelque chose sur comment Godard est arrivé à la réalisation, en fait. Oui, le problème de Godard, c'est que c'est très riche. Donc, comment l'aborder? Bon, c'était pas trop difficile. Simplement, disons que c'est quelqu'un qui, dès l'âge de 19 ans, moi je l'ai connu à cette époque-là, donc en 1950, il a 19 ans, il arrive passionné de cinéma et participant à l'espèce de petit journal qu'avait créé Éric Rohmer, qui s'appelait La Gazette du cinéma, dans laquelle donc Rohmer a écrit, évidemment, forcément, Godard a écrit, Rivette a écrit, moi-même j'avais écrit dedans. Bon, Truffaut n'avait pas écrit pour une raison simple, c'est qu'il était en désertion de l'armée du service militaire, donc il ne pouvait pas être là, et Chabrol n'était pas arrivé. Bon, c'est donc toute l'équipe en fait était déjà constituée en 1950, et bon, après ça a été l'espèce de gestation pendant une dizaine d'années de ce qui va devenir la nouvelle vague. Donc cela se creuse, et avec évidemment une sorte de révision de toute l'histoire du cinéma grâce à la Cinémathèque française que vient de créer Henri Langlois. Donc on revoit tout le cinéma mondial depuis 1895 et même un peu avant le pré-cinéma, et on réfléchit au cinéma, et évidemment on constate qu'on n'est pas d'accord avec
la vision du cinéma que les autres critiques précédents, nous précédents, avaient constituée. Donc on va refaire une histoire du cinéma en éliminant certains cinéastes. Par exemple, je prends pour la France René Clair, out, Renoir, au-dessus, etc. Bref, c'est une sorte de bataille très violente qui se fait aussi contre le cinéma fait par les Français de l'époque et qui est un cinéma que l'on va qualifier de cinéma de la qualité française, c'est-à-dire un cinéma très bourgeois et qui ne nous intéressait pas du tout dans son écriture. Ce qui était évidemment passionnant, et André Bazin, qui était notre guide spirituel, si on veut, ou en tous cas notre guide cinématographique, avait posé la question, et qui était l'essentiel de sa réflexion, qui était « Qu'est-ce que le cinéma ?» Et Jean-Luc Godard, ça va être celui qui, toute sa vie, va poser la question « Qu'est-ce que le cinéma ?» et encore aujourd'hui, continue à poser la question « Qu'est-ce que le cinéma ?» Alors revenons justement à l'époque où, à partir de 1900, donc les cahiers du cinéma sont fondés en 1951, la jeune équipe, ce qu'on appelait, nous les jeunes Turcs, prennent le pouvoir dès 53-54, et dès 55, on appose notre regard sur le cinéma, notre conception du cinéma, et évidemment, Godard fait partie des gens qui participent au plus haut point à cette bataille, et donc, on pense en particulier à rompre avec toutes les habitudes du cinéma français, en particulier celle de la profession. Rappelez-vous que beaucoup plus tard, Godard va les appeler les professionnels de la profession. Donc cette habitude de dire non, on n'en veut pas de vos soi-disant obligations, il faut passer, il faut être d'abord assistant, troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant, et ensuite à 40 ans on peut avoir la chance de diriger un film. On ne veut pas de ça, nous on veut faire des films, et vous ne nous empêcherez pas de faire des films. En conséquence de quoi, dès 1955, c'est Rivette qui commence le premier, on remercie immédiatement, et on fait des courts-métrages. Des courts-métrages, Truffaut, la même chose, fait des courts-métrages, et en particulier, un court-métrage intéressant, c'est Truffaut, un producteur qui lui produit un film sur les inondations à côté de Paris, en 1957, si je n'ai pas de mémoire. Et il fait un film là-dessus. Et puis, il commence déjà à penser à son cinéma à lui. Et il n'est pas content de son film. Il sait pas comment. Bref, il dit à Godard, écoute, débrouille-toi avec ce que j'ai fait, etc. Et Godard va faire un film à partir de ça, où d'un seul coup, il commence à monter toutes ces rushs, détruit ou déstructure totalement toute narration et comprend qu'au fond, le cinéma est d'abord du montage, et ça commence par le montage. C'est-à-dire, si vous prenez le cinéma, à l'époque de la pellicule, vous apercevez que si vous prenez une pellicule, mettons de 24 images, pellicule de long métrage, 24 images par seconde, vous avez une image, une image, une image, une image. Chaque image est une image fixe. Ça ne bouge pas. Il y a donc cette image-là, une petite barre, et une deuxième image. Une petite barre, une troisième image. C'est-à-dire que dès la pellicule, vous avez le montage. Et vous avez la rupture dans le montage. Donc à ce moment-là, en effet, il faut réfléchir à ce que c'est que ce montage. Et quand Godard refait ce petit film, ce court-métrage, à partir des rushs de Truffaut sur les inondations, il réinvente totalement à ce moment-là, justement à partir du montage, et continue en fait
d'une façon très différente, et quand même inspiré évidemment par eux, par les Russes des années 1920-25, sur justement la raison du montage. En particulier, il prend parti pour la conception russe, c'est-à-dire conception révolutionnaire, qui se veut être contre le cinéma américain. Le cinéma américain des Griffiths, dès 1910, veut que le cinéma soit continu, soit dans la continuité. Il ne faut pas que le public ait un problème de montage, de coupe, de rupture, d'agression d'un plan à un autre plan. Il faut au contraire que tout ça, ça coule, et ça coule jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film, évidemment qui va se terminer par le happy end, puisqu'il faut quand même que le public rentabilise le cinéma. Donc, cette conception-là, les Russes sont violemment contre, et au contraire, vont faire en sorte que chaque plan, regardez Eisenstein, chaque plan est un plan qui est en conflit avec le plan suivant, et il y a rupture, il y a choc, il y a une espèce de violente contraction d'un plan à un autre plan. C'est ce que va reprendre Godard, mais tout à fait différemment, et donc à ce moment-là, il va poser d'emblée le problème de la narration. La narration ne peut plus jouer sur la continuité. La narration va être au contraire sur des jeux de rupture. Et en conséquence, tout va se jouer sur la rupture. Alors, il va quand même commencer par 2 courts-métrages qui seront tous les premiers. Tous les garçons s'appellent Patrick. Bon, sur lequel je connais bien puisque j'étais sur les 2 sur le tournage, donc je sais très bien comment ça s'est passé. Et Godard a fait deux courts-métrages extrêmement tranquilles, justement totalement sur la rupture, et en particulier sur le film que vous allez voir ce soir, sur la carrière de Suzanne. Bon, je vous donne un exemple. Charlotte de Chanjules, pour je m'excuse, la Charlotte de Chanjules. Il me demande d'aller, parce que je connaissais Belmondo, qui venait, un jeune acteur qui venait de démarrer et sortir du conservatoire. Il ne veut pas aller demander à Belmondo, puisque lui est quand même le metteur en scène qui n'est pas connu du tout. Belmondo est un acteur qui commence à être un peu connu, mais il n'est pas question que ce soit Godard qui se dérange pour aller demander à Belmondo de jouer. Il me demande de faire venir Belmondo aux Champs-Élysées, et je présente Belmondo à Godard, et c'est comme ça que l'entreprise s'est faite. Et ça va se répercuter ensuite, évidemment, sur À bout de souffle. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que, par exemple, vous allez le voir maintenant, le film donc, est fait, va être tourné, le minimum d'argent, évidemment, possible, puisqu'on n'a pas de fric, donc le film va être tourné quasiment en 4 heures, 5 heures. Donc, pas question, évidemment, de soigner les plans. Il faut que ça raccorde, il faut que... Non. Vous allez voir, c'est des coupes absolument totales. Ça donne à ce moment-là une sorte de liberté absolue qui est complètement neuve à l'époque dans la façon, justement, de filmer, dans la façon de monter, dans la façon d'éclairer, dans la façon de faire jouer. Bref, tout est neuf, tout est révolutionnaire et tout est joyeux dans le même temps. Ensuite, juste après ce film-là, arrive le moment de la nouvelle vague, donc le triomphe en 1958, le début de ce cinéma-là, avec en particulier le film de Truffaut, Les 400 coups, avec Jean-Pierre Léaud qui y est présent. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, non, il n'est pas là. Bon. Jean-Pierre Léaud. Il est à Lisbonne. Il est quand même à Lisbonne, donc vous allez le voir. Donc avec Jean-Pierre Léaud. Et le film doit passer à Cannes, enfin passe à Cannes. Et Godard, moi je le rencontre à Paris, il sort d'un producteur où il a demandé de l'argent, le producteur ne lui a pas donné, Godard est fou de rage, il sent que ce festival de Cannes 1959 va être révolutionnaire,
Et donc il est furieux de ne pas être là-bas, furieux contre Truffaut, qu'il ne l'a pas fait venir, etc. Bon, et il me quitte, et heureusement, il monte au cahier, il n'y avait personne, il prend l'argent, et il descend à Cannes. Donc, à ce moment-là, à Cannes, il voit Truffaut, et Truffaut le présente à un producteur qui est de Bangar, et immédiatement se met en route à bout de souffle, qui est un film complètement, quasiment improvisé. Et Godard, il devait y avoir à peu près 6 pages, ou 7 pages, ou 8 pages de Godard avant le film, et ça suffit. Et le film s'est fait comme ça, en constante improvisation, avec justement ce sentiment de rupture que Godard va outrageusement accentuer, avec en particulier ce fameux moment que vous allez voir tout à l'heure, où Belmondo se retourne, vous regarde, vous spectateurs, ce qui ne se faisait pas à l'époque, quoique Bergman l'avait introduit en 1953, bon, aucune importance, le regard de l'acteur au spectateur, donc ce regard interdit, et Godard va le reprendre, d'ailleurs, Truffaut le reprend à la fin de 400 coups, d'ailleurs, et Belmondo, donc le héros d'À bout de souffle, vous regarde en disant si vous n'aimez pas la campagne, etc. Bon, vous allez le voir tout à l'heure, et tout simplement interpelle le spectateur. Et donc tout le film est fait sur une espèce de succession de ruptures qui aboutit à la fin, à la conclusion normale, puisque tout le film est fait sur la rupture. Il faut qu'à la fin, il y ait rupture. Donc vous aurez la rupture finale dans l'histoire elle-même. C'est-à-dire que le génie de Truffaut, de Godard, on en reparlera sur d'autres séances, c'est d'avoir absolument compris que l'écriture d'un film est le sujet profond d'un film. Le sujet, la plupart du temps, et beaucoup de critiques malheureusement le font, croient que c'est dans l'histoire qu'il faut regarder le sujet d'un film. L'histoire, l'intrigue, ça n'a aucun intérêt. C'est un élément qui permet de travailler, si on veut. C'est un élément secondaire. Ce qui est important, c'est l'écriture. Et l'écriture de Godard est évidemment une écriture totalement libre, totalement neuve, et qui reste encore aujourd'hui tout à fait extraordinaire. Mais cette écriture-là, de 1960, 59-60, est une écriture devenue d'aujourd'hui classique. Et Godard, vous allez le voir dans les films plus récents, et même tout à fait de l'année dernière ou il y a 2 ans, sont des films qui restent encore totalement hermétiques aux spectateurs, tellement ils sont audacieux dans la conception même de qu'est-ce que le cinéma. Alors voilà, vous avez 1 semaine où vous allez pouvoir vous poser la question à votre tour, qu'est-ce que le cinéma? Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean. On me prie seulement de vous informer que Charlotte et son Jules est projeté en version originale, bien sûr, avec sous-titres anglais, et le À bout de souffle avec sous-titres portugais. Donc, merci et bonne projection.